Rétro Hebdo, rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indundi Culture. Bonjour et bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indundi Culture. Le Burundi a officiellement lancé le vaccin contre le paludisme au tout début de cette semaine. Au cours de cette semaine également, l'État burundais a annoncé son intention de revoir à la hausse les prix du café, du thé et du coton. Des organisations œuvrant dans ces secteurs se réjouissent et demandent que la promesse soit tenue dans le plus bref délai. Aucun enfant des parents des sinistrés des inondations ne devrait être exigé de payer des contributions scolaires selon le gouvernement burundais. Pourtant, il y a des écoles qui le font. Nous nous sommes rendus dans le site de Mutambara en commune province Rumonge au cours de cette semaine. Je termine à tous et vous présenter cette édition. Bienvenue. Rétro Hebdo. Le Burundi a officiellement lancé le vaccin contre le paludisme le lundi de cette semaine. Des enfants ayant entre 6 et 11 mois de 9 provinces sont concernés. Les détails avec notre correspondant depuis Bubanza où a eu lieu le lancement officiel, Alexis Ngeshiman. À l'hôpital général d'Omhanda, en province de Bubanza, ce lundi, la première dame a lancé officiellement la vaccination contre le paludisme au Burundi. Le vaccin connu sous le terme de RTSS ou Mosquirix est déjà disponible au Burundi. 543 950 doses sur une livraison prévue de 1 445 500 doses selon le représentant de l'OMS au Burundi. L'initiative de la vaccination contre le paludisme s'inscrit dans un contexte où, d'après le récent rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé, les pays de la région africaine de l'OMS, dont le Burundi, continue de payer les plus lourds tributs avec 94% du nombre total de cas de paludisme et 95% des décès associés au niveau mondial en 2023. 1 445 500 doses de vaccins ont été sécurisées pour le Burundi, dont 543 950 doses ont déjà été réceptionnées dans le pays. Les cibles sont des enfants à moins de 5 ans. À partir de 6 mois, le nombre de doses administrées à chaque enfant est 4 fois. Cette vaccination ne signifie pas la fin de la contamination du paludisme et c'est à cet effet qu'il doit être utilisé en combinaison avec les mesures préventives et réponse avec un traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes, dépistage rapide et traitement correct de tous les cas et l'utilisation correcte du moustique imprégné d'insecticides. Selon la ministre de la Santé, 9 provinces sont concernées par cette première phase de vaccination contre le paludisme, des provinces de haut risque de contamination du paludisme et 25 districts sanitaires de Wanza, Chibitoke, Karusi, Kirundo, Moyinga, Ngozi, Rutana et Ruyigi sont concernés. Madame Ndayishimiye Angeline appelle les parents, tous les concernés à s'impliquer pour que tous les enfants ciblés soient vaccinés. J'appelle tous les Burundais à répondre aux vaccinations de nos enfants. Que tous puissent être vaccinés contre le paludisme et même les autres vaccins prévus dès leur naissance jusqu'à 1 année et demie, afin que les enfants grandissent en bonne santé. Il a rappelé aux parents de manger de façon correcte. Une autre façon de résister contre le paludisme est de répondre à toutes les vaccinations. Ce vaccin sera introduit dans les vaccinations de routine faites dans les centres de santé. En province de Bubanza, en 2024, plus de 5000 cas de paludisme ont été enregistrés dans les structures de soins, la première cause de morbidité en province de Bubanza et au Burundi. Ce vaccin est une réponse à cette maladie, selon la ministre de la Santé. Alexis Ngeshiman, Bubanza, Radio Indundi Culture. Les animaux de compagnie comme les chats et les chiens peuvent être vaccinés contre la rage, mais la Direction nationale en charge de la santé animale déplore le faible taux de vaccinés à travers tout le pays. Les explications avec Odilo Ngejiman. Le chien et le chat, deux mammifères qui peuvent attraper la rage, comme l'explique Desirena Kirotimana, le directeur en charge de la santé animale, au sein du ministère ayant l'élevage et l'environnement dans ses attributions. Les animaux de compagnie sont des animaux qui peuvent tomber malades, qui peuvent être traités et qui peuvent être vaccinés. Effectivement, les animaux de compagnie dans notre pays, ce sont les canidés, chiens, et les félins, c'est-à-dire les chats. On les vaccine principalement contre la rage. Les signes de cette maladie virale chez les canidés et les félins sont très différents, selon toujours ce spécialiste en santé animale. Lorsque la maladie est en phase d'incubation, on ne peut pas distinguer si l'animal est malade ou pas. Une fois l'incubation atteinte dans la phase de maladie proprement dite,
Il y a deux sortes de rage. Et il y a la rage que je peux dire furieuse, où on constate l'hypersensibilité et on constate le phénomène d'hydrophobie. Et l'animal, quand il voit l'eau ou la rivière, il s'excite davantage. Il y a même un phénomène d'aérophobie qui n'est pas très fréquent chez l'animal, mais qui peut être constaté. Il devient incoordonné car au moment de la marche, on constate qu'il marche d'une façon non coordonnée. Nakarutimana fait savoir que le mammifère contaminé peut transmettre la maladie à un être humain par morsure ou greffure. Quand on reçoit une morsure par un chien qui est porteur de rage, le virus va être transmis vers la colonne vertébrale, puis transmis au cerveau. Une fois le virus arrivé au cerveau, on ne peut plus rien faire pour vous. Et c'est vraiment, généralement, la personne mordue doit subir et doit succomber à cette morsure et doit mourir de rage. Cependant, une personne mordue par ces mammifères peut être vaccinée contre la rage par le traitement antirabique juste après la morsure. Ce spécialiste en santé animale déplore qu'au Burundi, certains gens ne sont pas habitués à faire vacciner ces animaux de compagnie et les interpelle à consulter les médecins vétérinaires. Si quelqu'un veut faire vacciner son animal, nous lui conseillons de contacter les agents de services vétérinaires. Ils l'accompagnent dans la chambre de vaccin et ils vaccinent les animaux et ils lui délivrent un certificat de vaccination. C'est très important puisque c'est un document administratif très important. Le Burundi compte mener une campagne de vaccination des canidés et des fêlés contre la rage entre la fin de ce mois de mars ou bien le début du mois d'avril prochain de l'année en cours 2025, où 300 000 vaccins sont prévus. Au cours de cette semaine également, des professionnels et des médias exerçant dans la ville de Bujumbura ont déploré un climat souvent de méfiance qui handicape l'accès à l'information publique, entrave à la liberté de la presse. Nos collègues qui se sont exprimés sur nos micros ce vendredi ont plutôt demandé aux autorités publiques concernées de se ressaisir afin de garantir le libre accès à l'information publique et barrer la route aux rumeurs. Suivez ce micro-baladère. C'est vraiment regrettable de voir que certaines autorités burundaises ne donnent pas des informations aux journalistes. De la rétention de l'information par les autorités administratives, je ne dirais pas qu'elles ne donnent pas toutes des informations. Cette attitude de retenir l'information de la part des autorités administratives, c'est une habitude qui est à dénoncer, qui est à décrire. Parce que là, ils ne trouvent pas de solution aussi. Des conflits peuvent surgir entre les médias et le Conseil national de la communication du fait que l'information n'est pas équilibrée. Lorsqu'on nous empêche d'accéder à certaines informations, ça limite non seulement notre capacité à fournir une image qui est complète des événements, mais ça empêche également à la population d'y voir clair. C'est un véritable danger pour la société car ça peut même favoriser la méfiance et aussi la désinformation. Même à la plus haute sphère de l'État, on livre l'information, on parle à la presse, c'est qu'il prive le droit d'être informé à la population. Nous travaillons tous pour le bien et l'intérêt général. Nous travaillons pour la population. Ces administratifs, ils sont dans l'obligation de livrer l'information, de permettre à la population de savoir ce qui se fait ici et là dans les instances de prise de décision. Donc, ce que je peux demander à ces autorités, c'est que ce sera mieux si elles donnent des informations à temps au lieu de donner des rendez-vous qui ne vont jamais honorer. Le résultat est que quelquefois, cela peut être à la base des rumeurs, car à l'absence de la vraie information, chacun se fabrique la sienne. Les autorités administratives doivent savoir qu'elles sont redevables à la population qui les a élus. Le ministère de la Communication et de la Technologie de l'Information et des Médias se dit plutôt satisfait par la manière dont actuellement l'information publique est assurée, contrairement à ce qui se faisait dans le passé. L'assistant du ministre et porte-parole de ce ministère, Thierry Kitamoya, reconnaît néanmoins quelques réticences de la part des autorités publiques. Je vous propose de l'écouter. L'appréciation est de manière générale bonne parce que ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se faisait dans les années antérieures
Aujourd'hui, les journalistes ont des occasions de rencontrer les porte-parole des institutions qui ont été mises en place justement pour permettre une communication gouvernementale. Et au départ, il y avait une émission de porte-parole, mais aujourd'hui, cette émission a été renforcée par une autre émission publique animée cette fois-ci par les membres du gouvernement sous la coordination du Premier ministre. Mais aussi, il y a une conférence publique qui est animée par la plus haute autorité du pays, en l'occurrence le président de la République. Cependant, tout n'est pas rose. Il y a des fois des dérapages. Il y a une autre autorité qui parfois refuse l'information aux médias. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. Raison pour laquelle nous appelons toujours les autorités à donner l'information. Parce que l'information n'est pas la vôtre. L'information, c'est un bien public. Mais vous savez, il y a une loi d'accès à l'information qui est en cours d'élaboration. Le jour où cette loi aura passé au gouvernement et à l'Assemblée et qu'elle sera promulguée, je pense qu'elle apportera un régime mieux. Mais je ne dis pas que cette loi contiendra des sanctions à infliger à telle ou telle autre personnalité qui refuse de donner l'information. Et d'ailleurs, au niveau du ministère, on ne privilégie pas les sanctions, on privilégie surtout la concertation et l'entente. Le mardi de cette semaine, le ministère de la fonction publique a annoncé que des fonctionnaires du 10 ministères vont bientôt bénéficier des logements décents. Le ministre Venuste Muyabaga a expliqué que ce projet vient résolver pas mal de défis que rencontrait un fonctionnaire de l'État à la retraite, assurant que ce projet va s'étendre même aux autres ministères. Je vous propose de l'écouter. Nous avons constaté des grands défis qui hantent la vie d'un fonctionnaire. Le fonctionnaire qui n'a pas de logement éprouve de grands problèmes quant à l'organisation de son travail, de sa vie. Mais aussi, nous avons remarqué un grand défi lorsque ce fonctionnaire prend la retraite. C'est un grand défi parce qu'il mène une vie dure qui n'est pas du tout bien préparée. Nous avons songé alors à faire un projet pouvant répondre à ces deux défis. Ainsi, pour le faire, nous avons organisé des fonctionnaires du ministère de la fonction publique en une coopérative et pour effectivement exécuter ce projet pilote qui après sera étendu à d'autres ministères car aussi il y a des fonctionnaires qui éprouvent les mêmes défis. La coopérative a été déjà mise en place. Dans un premier temps, il est prévu de construire 400 maisons ici à Bujumbura et 200 à l'intérieur. Comme je l'ai signalé, c'est un projet pilote. Il va par après s'étendre à d'autres ministères et dans d'autres provinces après ce premier projet. Retour à Bubanza où des anciens combattants résidant la commune Manda demandent un appui financier permanent afin de mener à bon port les activités génératrices de revenus initiées par eux-mêmes. Ils ont opté depuis 20 ans à se regrouper en mouvement coopératif dénommé Twibukanye pour se développer, mais déplorent encore quelques défis. Les membres reconnaissent toutefois de profits tirés dans la coopérative, mais la représentation fait état de ceux-là qui quittent la coopérative sans motif fondé. Les précisions, c'est dans cette correspondance d'Alexis Nishimana, lue par Nolis Ndouima. Ces femmes et hommes démobilisés actuellement exerçant de petits métiers générateurs de revenus en commune et mandat se disent être dans les conditions de vie difficiles, motif de plaider pour un coup de main de quiconque pourvu qu'ils puissent relever leur niveau de vie. Mais avant que cela n'arrive, ces anciens combattants ont opté pour se regrouper en coopérative de développement local dénommée Twibukanye qui aujourd'hui génère de profits palpables. Nous a témoigné une certaine Consiline Sengiumba, démobilisée évoluant au sein de la coopérative depuis les années 2005. Il se dit sur le point de subvenir aux besoins de sa famille par l'élevage de porc via la chaîne de solidarité communautaire. Toutefois, il y a absence de maisons appropriées pour les démobilisés en situation d'handicap qui sont aussi dans la pauvreté. Ils tombent souvent malades et sont sans soutien. Les membres de la coopérative Twibukanye à Manda, cela fait 20 ans, regrettent pour avoir jusqu'ici manqué de soutien à part les propriétés foncières de 2 hectares environ les prêtées par l'administration communale pour la riziculture, ce à quoi ils doivent d'ailleurs leurs principales sources de revenus, une agriculture couplée avec l'élevage de porcs et de chèvres, jusqu'à établir le bilan annuel de leurs réalisations et reçoivent de dividendes pour les besoins familiaux. Interrogé à propos, Pasteur
Jean-Marie Sogui-Gano, le président de la dite coopérative regroupant les anciens combattants de la commune Mhanda, confirme tous ces défis signalés, raison pour lui de l'idée de sa fondation afin de s'entraider mutuellement. Les membres de la coopérative de ces anciens combattants procédaient ce vendredi au partage de dividendes pour l'année 2024. Ils ont bénéficié de eau et une enveloppe pour subvenir à leurs besoins et jubiler en ambiance totale. M. Sogui-Gano en a profité pour appeler les membres à rester toujours unis et regroupés en coopérative afin de pouvoir bénéficier toujours de soutien. Cela étant, la coopérative Twibukanye à Mhanda, qui comptait 118 membres à sa naissance, n'en compte aujourd'hui qu'à seulement 86 sur plus de 300 démobilisés résidant les 5 collines que compte la commune. Bon nombre de membres s'est réparti pour en avoir par aux 1000 sommes empruntées au niveau de la coopérative selon son président. Rétro Hebdo. Le ministère et à l'agriculture, dans ses attributions, a de nouveau fixé le prix de maïs à 1700 francs burundais par kilogramme depuis le mardi de cette semaine. Il a aussi affiché son intention de revoir à la hausse le prix du thé, du café et du coton, lit-on dans son communiqué. Les détails sur le contenu de son communiqué avec Odilon Ngejiman. Dans son point de presse du ministère en charge de l'agriculture sur l'achat de la production du maïs, café, thé et le coton du 18 mars de l'année en cours 2025, le gouvernement burundais se réjouit de la production obtenue, signifiant que c'est grâce à son appui aux agri-éleveurs en subvention à les fertiliser à 64,8%, les amendements à 78,13%, et les semences à 51,1%. Dans son point de presse, le gouvernement fixe aussi le prix du maïs pour la production actuelle à 1700 francs pour le kilo et demande que ce prix soit respecté par les acheteurs privés. Sinon, le gouvernement réitère son engagement à acheter le surplus pour renforcer les efforts des agri-éleveurs. Le ministère en charge de l'agriculture, via son point de presse, demande aux agri-éleveurs de continuer à récolter le maïs, de le faire bien sécher, bien le trier et bien le conserver dans des sacs appropriés avec des produits de conservation pour que cette production soit de bonne qualité en attendant la vente. Le gouvernement burundais informe aussi les producteurs que les prix du coton, du café et du thé seront revus à la hausse grâce à la nouvelle orientation de chercher le marché rémunérateur de culture d'exportation, en ajoutant que les prix respectifs seront communiqués ultérieurement. Dans ce point de presse, le ministère en charge de l'agriculture termine en informant les agriculteurs que le taux de livraison des fertilisants va augmenter alors que beaucoup de camions sont en cours de déchargement. Suite à cette annonce, la Confédération nationale des caféiculteurs, Sénac Murima Wissangi, apprécie positivement cette politique du gouvernement de revoir à la hausse les prix du café. Le président de cette organisation, Jean-Pierre Nabomenyereye, explique que cette décision va impacter positivement la vie des ménages ainsi que l'entretien significatif du café. Je vous prie de l'écoute. Si l'État hausse le prix aux agriculteurs, nous en réjouissons. Dans les 4 ou 5 ans écoulés, sur le marché international, les prix du café ont été augmentés et cela impacte positivement les caféiculteurs. Nous demandons à l'État de montrer toujours sa volonté, comme ils le font souvent, surtout dans la conformité du prix local et international, afin que les caféiculteurs aient le courage d'entretenir les champs de caféiers. Notre attente au sein de notre confédération, même si le manque de fertilisants persiste, l'augmentation du prix chez un agriculteur contribuera à s'approvisionner en engrais chimiques, scolariser et soigner ses enfants. Cette majoration en prix permettra la bonne survie des ménages, mais aussi au développement du pays. Sur ces prix, comme confédération, nous sommes confiants que l'appel lancé par le ministre à l'endroit des caféiculteurs sera respecté. Même s'il y a certaines activités qui ne font pas aujourd'hui, nous les interpellons à bien entretenir la culture du café afin d'éviter le recul de cette plante industrielle. Cela entraînerait un problème pour les agriculteurs eux-mêmes, mais aussi au pays. Même son de croche de la Confédération nationale des théiculteurs au Burundi
Le représentant des caféiculteurs du Burundi, Paul Manirakiza, estime qu'une fois tenue, la promesse pourra raviver un engouement des producteurs qui étaient démotivés par la rentabilité de la culture du thé. Je vous propose de l'écouter. Nous avons très bien accueilli ce message parce que il y a quelques mois, on avait dressé une correspondance au ministère de tutelle en informant toutes les autorités du pays, comme quoi nous sommes mécontents, nous sommes mal payés. On demandait donc que le gouvernement, le ministère, l'OTB puisse revoir à la hausse le kilo de la feuille verte. Parce que même les autres cultures vivrières sont bien payées. On ne savait pas pourquoi la culture du thé, qui est une culture industrielle d'exportation, qui fait entrer de devises dans le pays, qui n'est pas aussi bien payée comme les cultures vivrières. Nous attendons la mise en application parce qu'on a dit qu'on va revoir à la hausse. On ne sait pas à quel prix on va donner le producteur. Nous voulons que ça soit un prix bien rémunérateur, un prix qui va satisfaire les producteurs de thé pour que nous puissions être encouragés, être motivés, en fait que nous puissions aussi donner la production en quantité, mais aussi en qualité. Nous demandons avec insistance que cette mesure soit mise en application. D'ailleurs, le plus tôt possible sera le mieux parce que dans certains coins du pays, dans certaines collines, les producteurs de thé ont commencé l'arrachage. Ils ont abandonné carrément. Alors si ça continue, ça peut donner des impacts négatifs au niveau de l'économie du pays, même au niveau de l'économie ou bien au niveau des revenus des ménages. Alors, on insiste beaucoup pour que cette mesure soit mise en application dans la mesure du possible et le plus tôt possible sera encore mieux. Le mardi de cette semaine était une journée internationale du recyclage. La société Fabrimetal œuvra au Burundi dans le secteur du recyclage du ferraille. Recycle par jour 150 tonnes de ferraille en 120 tonnes de produits finis. Lydie Marlène Ndabashika, chargée du marketing et de la vente à la Fabrimetal, évoque néanmoins des défis actuels liés à la pénurie du carburant dont fait face le Burundi depuis un certain temps, affectant la collecte du ferraille à travers tout le pays. Elle estime pourtant que le recyclage est une pratique très importante, y compris pour la préservation de l'environnement. Je vous prie de l'écoute. Aujourd'hui, nous produisons 120 tonnes par jour de produits finis et nous utilisons 150 tonnes de ferraille, de matières premières. Donc, comme produit fini, par mois, nous produisons plus ou moins 3000 tonnes. Et d'après nos études du marché, le Burundi a besoin à peu près de 2500 à 2800 tonnes par mois. La plupart, le maximum, nous arrivons à les collecter parce que nous avons des fournisseurs un peu partout dans le pays. Le défi, c'est le carburant, parce que s'il n'y a pas de carburant, les fournisseurs ne peuvent pas nous ramener la ferraille. Le recyclage de la ferraille, qui constitue la base de notre production de fer à béton, présente de nombreux avantages pour la planète et pour la communauté en protégeant l'environnement. Et comment cela? En réduisant la dépendance à l'extraction des matières premières, contribuant à la conservation de nos ressources naturelles. De plus, le recyclage limite les déchets métalliques et la pollution liée à l'exploitation de ces ressources naturelles, ce qui aide à préserver l'environnement. Il crée également des opportunités économiques en générant des emplois dans la collecte, le tri et le traitement des métaux recyclés, tout en renforçant les industries locales comme la nôtre. En transformant la ferraille en produits solides et fiables, nous bâtissons des infrastructures durables et soutenons un avenir plus responsable pour les générations futures. L'Association Ensemble pour la protection de l'environnement ACP en sigle reconnaît l'apport du recyclage pour l'environnement, mais déplore que jusqu'à nos jours, plus de 70% des déchets ne sont ni collectés ni recyclés au Burundi. Écoutez le président et le représentant légal de l'ACPI, Innocent Banigwaniziko. Le recyclage au Burundi demeure un défi majeur, marqué par une faible sensibilisation, l'absence d'infrastructures adaptées et une application insuffisante des réglementations existantes. Selon les données disponibles, plus de 70% des déchets produits dans les zones urbaines ne sont pas ni collectés ni traités de manière appropriée. Seule une fraction de déchets plastiques estimée à moins de 10% est actuellement recyclée. Le reste étant souvent brûlé à ciel ouvert ou abandonné dans la nature, aggravant la pollution environnementale et les risques sanitaires.
Chaque résident de Bujumbura génère en moyenne 217 kg de déchets par an, soit environ 0,6 kg par jour. Une gestion efficace des déchets permettrait de réduire la pollution, de préserver les ressources naturelles et de créer des opportunités économiques durables. Les actions recommandées à l'endroit de la population, c'est de trier ces déchets, mettre en place des bacs de tri pour séparer les déchets plastiques, organiques, métalliques et autres esclaves. Réduire la consommation de plastique et privilégier les alternatives durables comme les sacs en toile, les bouteilles réutilisables et les emballages biodégradables. Valoriser les déchets organiques, encourager la pratique de compostage pour réduire la quantité de déchets envoyés en décharge et enrichir les sols. L'ACP appelle le gouvernement burundais à appliquer et renforcer les lois existantes, mettre en place des infrastructures de recyclage, soutenir les entreprises et initiatives locales, renforcer l'éducation environnementale. En matière de l'éducation, nous avons parlé au cours de cette semaine de l'indignation des parents logés au site des sinistrés des inondations de Mutambala en commune et province Rumongue qui s'opposent aux frais exigés par des écoles avec les situations de précarité. Ces parents disent que leurs enfants sont en train d'abandonner l'école. La direction communale de l'éducation fait savoir que les indigents ou ceux ici des familles à revenus faibles ne sont pas toujours concernés par ces frais. Le reportage est signé Nolis Ndouiman. Ces contributions qui posent polémique à Mutambala concernent soit les motivations des enseignants vacataires, soit les salaires des sentinelles des contrats avec des établissements scolaires, mais aussi l'achat de bancs pupitres pour des écoles qui en accusent un manque criant. Une condition aujourd'hui mal accueillie par ces parents d'élèves victimes des inondations logés à Mutambala. Si la scolarisation est gratuite et si l'administrateur dit avoir pris la ferme, pourquoi ne pas délibérer les élèves logés ici au site? Ainsi regrettent nos sources, les élèves sont chaque fois renvoyés des écoles et ce ne sont que des effectifs et des abandons scolaires qui gonflent selon toujours ces parents qui réclament un traitement particulier pour ce qui est de la scolarisation de leurs enfants. Ils ont été renvoyés parce qu'ils ont manqué les frais exigés. Beaucoup sont ceux-là ayant abandonné les enfants de la 6e ou même de la 7e année, passent la journée sans rien faire. Entre-temps, les responsables du site indiquent avoir informé la question acquis de droit, mais force est de constater qu'elle semble moins comprise, lâchant certains la main que Mushiranzigo, un des responsables, est contacté. C'est rare de rencontrer le ministre et le gouverneur de province. Nous informent que la question est en cours d'analyse. Nous attendons la suite sans succès. Nos enfants manquent même quoi mettre sous la dent. C'est problématique. Interrogée à propos, la directrice communale de l'éducation à Rumongue n'y est pas allée par 4 chemins. Benigne Ninhunze dit que chaque cas est traité de sa manière et que les indigents comme ces élèves sinistrés et ceux-là des ménages batois sont exemptés de ces contributions. Il y a parmi ces enfants des batois, des sinistrés. Une fois que nous identifions un enfant dans cette catégorie, les directeurs d'école s'en chargent et ne sont pas concernés par ces contributions. Seulement les parents cherchent à généraliser, sinon ces enfants sont tolérés. La somme exigée comme contribution par le gros des établissements scolaires fréquentés par ces élèves sinistrés logés à Mutambala varie entre 1 500 et 3 000 francs par élève et par trimestre depuis les 4 premiers cycles du fondamental selon les parents, au moment où la direction communale de l'éducation renseigne que le plafond de ces contributions est fixé à 1 500 francs, que l'osciller autour de 15 000 francs burundais avant la nouvelle restructuration de la somme. Le ministère et la solidarité dans ses attributions rappelle ici l'orientation du gouvernement dans des sites des sinistrés des inondations ne peuvent en aucun cas être concernés par des contributions dans des écoles. Suivez à ce propos Ildefonse Majambere, il est le porte-parole du ministère. Normalement, la question des déplacés, des victimes des catastrophes se gère dans la plateforme. Le gouvernement a mis en place une plateforme de prévention des catastrophes
Le ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions et avec d'autres ministères, en particulier le ministère ayant l'éducation dans ses attributions, on se parle pour des questions de réintégration scolaire. Les autorités scolaires sont avisées que de tels cas sont réintégrés en milieu scolaire sans condition. Donc, s'il advenait que des responsables scolaires au niveau local exigent des contributions, ce serait vraiment passé outre l'orientation. J'interpellerai alors à ces responsables de revoir ces décisions, poser des contributions pour des personnes qui sont sinistrés et qui ont eux-mêmes besoin d'une assistance. C'est illogique que déjà sollicitent une assistance, on leur demande une contribution. C'est illogique. Est-ce que le ministère compte payer ces contributions pour ces élèves? Pour autant que la question est connue, on va parler avec le ministère collègue et s'il advenait que le ministère devrait payer les frais et les contributions des parents pour les enfants, on pourra aménager nos planifications. Cela ne pourrait pas être un problème, mais le gouvernement est uni, l'orientation a été donnée à travers le même gouvernement, donc on ne pourrait pas demander au ministère de payer des frais alors qu'on s'était entendu que les victimes des catastrophes, des sinistres sont réintégrées en milieu scolaire sans condition. Ainsi s'achève cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité qui était présentée par Jota Miratouzi. Merci à vous tous d'avoir suivi. À bientôt. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture.